Donc maintenant, on va écouter le prochain intervenant, Stanislas et Aurélie. J'aimerais rajouter quelque chose qui est très important entre résultats comparés filles et garçons. Vous savez, les quatre, non, pour les résultats, les filles avaient les mêmes résultats que les garçons. Et pour certains pays, les filles ont dépassé les garçons. Donc, c'est- qu'est-ce qui est arrivé entre les quatre composantes et PISA? En fait, c'est justement la question qui se pose. Donc, France Caé, Stanislas et Aurélie. France, donc, la parole est à vous. Elle a été enseignante de français au niveau de plusieurs lycées-collèges. Au cours de sa carrière, elle a eu la chance de travailler dans une école euh, conseillère et elle est devenue conseillère en technopédagogique, n'est-ce pas? Elle appuie des adolescents dans les écoles pour leurs projets digitaux. On a un excellent service d'interprétariat et je pense qu'on va gagner en efficacité. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, j'ai été enseignante, je donnais cours de français pendant 20 ans. Les 3 dernières années, j'ai eu la chance de travailler dans une école qui était en projet One-One. Donc, ça signifie un élève et un outil numérique. Et donc, forcément, dans la classe dans laquelle je travaillais, on travaillait effectivement très souvent avec l'intelligence artificielle. Depuis l'année passée, j'ai la chance d'être devenue conseiller technopéda. Ce qui signifie qu'on est une équipe de 8 personnes à accompagner les équipes en Belgique francophone qui se lancent dans un projet numérique quel qu'il soit un équipement des élèves individuels, soit des projets plus généraux pour l'école. Et donc du coup, j'ai la chance. Oui, je sais. Mon mari me l'a dit que je ne devais pas parler trop vite. Je vais parler plus doucement, pardon. Euh, et donc, la semaine passée, Sandrine m'a téléphoné parce que la personne qui devait venir a eu un accident. Et donc, en panique, j'ai fait ce que font nos élèves, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai demandé à ChatGPT, il n'y a pas de son, j'ai mis une petite musique, c'est pas très grave, de me faire la présentation. On peut régler ça. La régie, C'est pas très grave, c'était France. juste une petite musique, ça dure 10 secondes. Est-ce que vous voulez qu'on voie avec la régie pour le Non, son? non, Non. non, c'est D'accord. pas très grave. Voilà, c'était juste pour le contexte. Et donc, je pense que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous depuis qu'on est arrivé. Vous avez vu mon niveau d'anglais, et donc, quand j'ai vu la production que ChatGPT avait faite pour moi, si j'avais dû l'étudier, l'apprendre et me l'approprier, ça allait me prendre un temps monstre. Et donc, j'y reviendrai un petit peu après. C'est vraiment ce que je travaillais en classe avec mes élèves. C'était ne vous servez pas de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, pour faire le travail à votre place, mais servez-vous-en comme un outil vraiment. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu ici. Donc brièvement en 3 points, je vais voir avec vous, parce que maintenant on forme des professeurs, donc quelle est la principale peur critique que l'on reçoit quand on les rencontre. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire en classe avec l'intelligence artificielle et des élèves, et comment effectivement, en tout cas moi dans ma pratique et ce qu'on conseille aux professeurs, on peut faciliter sa vie de prof et alléger sa charge de travail grâce à cet outil. Donc, quand on arrive dans une école et qu'on rencontre des professeurs, très souvent, ils nous parlent de l'intelligence artificielle, mais ils en ont entendu parler par la presse, par des critiques, en discutant avec des collègues, mais la plupart d'entre eux n'ont pas eu cette curiosité d'aller utiliser l'outil. Et donc, on a des gens qui sont très, très réfractaires, mais qui sont bien conscients, par contre, que leurs élèves s'en servent et qui sont vraiment dépourvus parce que, un, ils ne connaissent pas l'outil, et deux, ils ne savent pas très bien non plus comment interagir par rapport à ça, puisque effectivement il n'y a pas de cadre légal qui définisse l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc en classe c'est très facile, donc les petits travaux qu'on donne, donc je parle d'école secondaire ici, donc de 12 ans à 18 ans, quand on donne un travail à faire pour la semaine prochaine, la solution elle est très simple, c'est on va faire le travail ensemble en classe et donc on peut effectivement avoir une vue sur la manière dont l'élève a travaillé. Quand on arrive avec des travaux de plus longue haleine, comme un rapport de stage, un travail de fin d'études, c'est plus compliqué effectivement de savoir comment l'élève a travaillé.
Après, moi, je me rappelle avoir vu une enseignante qui était dépitée en me disant tous mes rapports de stage ont été faits par les élèves avec ChatGPT. Mais j'ai envie de dire qu'avant, il y avait des élèves qui avaient les moyens de payer quelqu'un qui les accompagnait dans la rédaction de leur rapport de stage, qui relisait, et que du coup, ici, l'intelligence artificielle va pouvoir aider tous les élèves, pour autant qu'ils s'en servent comme une aide. Mais donc, ce qu'on conseille souvent à nos enseignants, c'est de vérifier par un entretien oral que l'élève est effectivement à la connaissance de ce qu'il a écrit, et ça va permettre rapidement et facilement de voir que c'est bien lui qui a fait le travail et pas une intelligence artificielle. Et donc, ça rappelle vraiment cette importance, en tout cas, enfin, c'est capital pour nous dans notre travail, que il est important d'avoir des savoirs, mais qu'on est vraiment là surtout pour former nos élèves à développer des compétences. Et donc, effectivement, la compétence numérique, nous, notre service, c'est vraiment ce qu'elle essaye d'insuffler. Alors après, cette question des sources, mais on en a parlé beaucoup hier, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir cette honnêteté dans un travail de marquer qu'on s'est servi d'un outil d'intelligence artificielle, quel qu'il soit, et qui, effectivement, en bonne intelligence de vie, est fait de toute manière. Donc, est-ce qu'on pourrait le mettre comme une source? Ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est on va rassurer ces professeurs. On va leur dire, vous savez, l'intelligence artificielle, elle existe depuis longtemps, elle est partout. Vous êtes dans votre voiture, il vous dit qu'on doit rouler à 70 km/h parce qu'il a lu les panneaux. Donc c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Vous regardez un épisode sur Netflix, il vous propose un autre épisode qui correspond. Je reparle trop vite, c'est ça, non? Qui correspond un autre épisode qui correspond par certaines caractéristiques à celui que vous venez de regarder. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle et en fait, on s'en sert tout le temps sans le savoir tous les jours et ça nous facilite la vie. Et donc, moi, j'aime bien de dire que ça va être un assistant magique et virtuel. Alors, je ne sais pas si le DITCHCOM, ça parle à tout le monde, donc c'est un texte européen qui cadre 21 compétences numériques pour former des citoyens de demain dans l'Union européenne, des citoyens, pas des consommateurs. Et donc nous, dans notre rôle de professeur, d'enseignant, dans l'éducation, eh bien, on a vraiment à cœur de tenir, d'insuffler ce fait qu'on va devoir former des citoyens qui vont avoir confiance en l'utilisation du numérique, qui vont garder leur esprit critique, ça c'est très important, et qui vont être effectivement des usagers responsables, donc qui vont effectivement savoir comment fonctionne l'outil qu'ils utilisent. On en parlait hier, je pense que nous on est bien conscients que ce sont des machines, mais je ne suis pas sûre que les enfants qui vont grandir vont encore avoir cette perception de est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est un humain qui me parle. Moi je rigole toujours parce que quand je suis dans une conversation avec l'intelligence artificielle, je lui dis merci, je lui dis bonjour, je lui dis s'il te plaît, mais ça n'a pas de sens. Et donc voilà, parce que nous on a de l'empathie et donc on se fait un peu avoir par la machine. Et donc ce qu'on dit à nos enseignants, c'est que de toute façon c'est là. Donc il va falloir apprendre à s'en servir. On ne va pas dire qu'on va bannir l'outil, mais par contre c'est très important d'apprendre à nos élèves comment ça fonctionne, comment on peut s'en servir de manière efficace. Et donc on va essayer de leur apprendre comment s'en servir, mais ça implique par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle, un changement de posture de l'enseignant. Donc ça veut dire vraiment que l'enseignant va devoir accepter de devenir une sorte de coach et d'avoir une autre dynamique de j'ai le savoir et je vous l'inculque. Il va devenir plutôt un accompagnateur de l'élève dans sa démarche d'apprentissage. Alors, comment on peut l'utiliser quand on est en classe avec des élèves? Donc, moi j'étais prof de français et j'aimais beaucoup faire ce qu'on appelait des ateliers d'écriture. Un atelier d'écriture, c'était 2 heures de cours où chaque élève écrivait son texte, venait s'asseoir à côté de moi. Je regardais avec lui, je lui disais là, t'as pas fait des paragraphes, là, il manque des mots liens. Pendant ce temps-là, il y a quand même 25 autres enfants dans la classe, adolescents, qu'il faut gérer et souvent c'est un peu le bazar. L'arrivée de l'outil numérique a vraiment déjà permis j'avais créé des parcours d'apprentissage, donc grammaire, orthographe, du drill, où ils pouvaient avancer tout seuls en autonomie. Et donc pendant que je m'occupais d'un élève en particulier, le reste de la classe travaillait sur ce qu'on appelait un plan de travail en autonomie. C'était déjà le paradis puisqu'il y avait le calme dans ma classe. Et ça permettait déjà de faire un travail différencié. Avec l'intelligence artificielle, on peut demander à l'intelligence de vous aider de faire ce coach. Et donc, l'élève va soumettre le texte qu'il a d'abord créé lui-même, demander ce qu'il pourrait améliorer, et on peut demander donc qu'il soit le coach de l'élève. L'élève est très mauvais dans l'accord des participes passés. Eh bien, je vais demander à mon intelligence artificielle de générer par rapport à la copie que je viens de soumettre des exercices qui vont pouvoir me permettre de m'améliorer dans cette lacune qui est la mienne. Donc on a un formidable outil qui va permettre de faire de la différenciation dans une classe de cours.
Alors, ça va aussi, moi j'aimais beaucoup faire avec eux la rédaction de prompts de manière précise, parce que croyez-moi, ils ne savent pas si bien s'en servir que ça. Et donc l'élève, il va taper son prompt, 3 mots. Maintenant, ils viennent d'ajouter la reconnaissance vocale, donc on peut lui parler vraiment, donc ça va encore faciliter leur travail. Mais ils sont très souvent pas précis, et donc ils n'obtiennent pas souvent ce qu'ils veulent. Et donc, rédiger une procédure qui soit précise, c'est une compétence qu'on peut apprendre à développer avec eux. Et donc, j'en parlais avec un collègue hier et il me disait qu'en France, il y a des concours qui ont été lancés qui incitaient les élèves à créer des uchronies en se servant de l'intelligence artificielle. Donc il y a une émulation en termes de motivation et il y a une motivation pédagogique puisqu'on va faire ce travail ensemble dans un cadre scolaire et autorisé, reconnu. Alors quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi sont les élèves à besoins spécifiques. Et donc là, l'outil numérique, l'intelligence artificielle, va permettre à l'élève d'adapter cet enseignement qui est uniformisé à ces difficultés que lui a. Et donc l'outil et l'intelligence artificielle va permettre d'adapter la copie très rapidement à ses besoins à lui. J'essaye de tenir le timing, hein, j'accélère, mais j'essaye de ne pas parler trop vite non plus. Alors comme prof, donc nous on accompagne les écoles dans la transition numérique, ça veut dire qu'on arrive parfois dans des classes où il y a un tableau vert, du papier, et où on va équiper tous les élèves d'un outil numérique, et donc il va falloir que le prof change sa pratique pédagogique. Et donc c'est mon premier point, c'est la transition digitale, numérique, c'est-à-dire que le professeur, ça va être un outil d'accélération pour le changement de son cours. La conception de leçons. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a quelques semaines, je suis allée en formation dans une école qui a ce qu'on appelle le dispositif d'ASPA en Belgique. Donc, ce sont des élèves qui arrivent en Belgique et qui ne parlent pas la langue française en l'occurrence. Et donc, ils ont 6 mois, 9 mois de cours intensifs de français pour se remettre à niveau. Et donc, c'est assez difficile puisqu'on se retrouve, parfois, le professeur ne comprend pas l'élève du tout, des élèves avec des niveaux différents. Et donc, j'ai vraiment montré comment en 10 minutes, on pouvait faire une séquence de cours adaptée à ces élèves. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris un outil d'intelligence artificielle conversationnelle. Je lui ai demandé de rédiger un texte de 15 lignes qui parle et qui présente la Belgique, ses us et coutumes, avec des phrases simples, sujet, verbe, complément. Et donc, j'avais mon texte de 15 lignes adapté au niveau de mes élèves. Parce que des fois, on passe des heures à chercher un texte qui corresponde au niveau des élèves qu'on a en face de soi. Donc, j'ai généré mon texte. 2, à partir de là, j'ai demandé à une intelligence artificielle de générer un questionnaire. Un petit questionnaire pour vérifier la compréhension. 10 questions qui s'autocorrigent. Je l'ai mis dans Teams avec l'outil qui permet de suivre la progression de la lecture. Et donc, dans cet outil, l'élève peut cliquer sur des mots ou sur des phrases. Il va y avoir une traduction instantanée. Il peut ensuite écouter le texte. Ensuite, il va le lire sur son outil numérique devant lui. L'intelligence artificielle va reconnaître les fautes qu'il fait, va l'entraîner sur les mots qu'il a mal prononcés. Et moi, dans l'interface professeur, j'ai un rapport avec les statistiques sur quelles sont ses difficultés. Et à partir de là, je peux régénérer des exercices qui sont adaptés à cet élève. Si vous imaginez la charge de travail que ça aurait représenté en partant vraiment de copie papier, c'est des heures et des heures de travail. Et là, ça a pris 10 minutes. Donc ça, c'est vraiment la conception de leçons et la transition au numérique. C'est un facilitateur, c'est un outil extraordinaire. Récemment aussi, les corrections. Donc, on avait une grille d'évaluation. J'ai une collègue qui fait un master en sciences de l'éducation. Elle doit rendre son mémoire et on le relit, on le corrige. Et donc, elle a la grille de correction, la grille d'évaluation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis son mémoire, on a mis la grille d'évaluation et on a demandé à l'intelligence artificielle de corriger la copie. Et bien, franchement, c'était vraiment surprenant parce que ces commentaires étaient pertinents. Et moi, je me réjouis de voir la cotation de ce mémoire pour voir dans quelle mesure ça va coller par rapport à ce qui a été obtenu comme résultat quand on a fait cet exercice. Donc ça, pour des corrections, ça peut être aussi vraiment un outil qui va accélérer votre travail. L'accessibilité, si je dure trop longtemps, quelqu'un sort un drapeau blanc. Hein. Dans ma carrière, j'ai eu 2 fois des élèves malvoyantes. C'est ça, il faut couper. J'accélère. J'arrive à la fin. 2 fois des élèves vraiment malvoyantes et c'est l'outil numérique. Et je pense que l'intelligence artificielle va encore vraiment améliorer l'intégration pour ces personnes-là qui ont pu suivre leur scolarité dans une école entre guillemets normale. Et donc ça, moi je trouve ça absolument fabuleux. Sans l'outil numérique, ça n'aurait jamais été possible. Les parcours individualisés, ben voilà,
j'en ai parlé, je ne vais pas réapprofondir. Et alors, cette semaine, à WebE, on est très fiers d'avoir une école qui nous a proposé un cours sur l'intelligence artificielle, et donc qui est soumis à validation, et donc qui voudrait, à partir de la 5e année, c'est ça je pense, intégrer un cours de 2 heures semaine. Oui, c'est 5e secondaire, c'est avant-dernière année, donc 16-17 ans, consacré à l'intelligence artificielle, et je pense que c'est en voie très certainement de validation. Euh, En conclusion, je vais passer la conclusion, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire. Je dis toujours à mes élèves, et c'est marqué en petit, rappelez-vous, voilà, c'est votre esprit critique, et c'est écrit, on ne le voit pas, c'est des petites lettres, celles qu'on ne regarde jamais. Et pour le petit clin d'œil, one more thing, eh bien, ma présentation, donc, quand je l'ai faite, je ne sais pas, ah zut, quand j'ai fait ma présentation, j'ai travaillé comme je recommande à mes élèves de le faire, c'est-à-dire que j'ai fait ma présentation. Au début, je pensais que j'allais devoir la faire en anglais, donc j'ai demandé qu'ils corrigent mon anglais, j'ai demandé qu'ils me fassent un plan avec des slides, j'ai demandé qu'ils me génèrent, ah mais il ne veut pas, qu'ils me génèrent des images. Ça prend 10 secondes si j'arrive à le lancer, et donc je vous ai fait une petite vidéo accélérée, voilà, de comment j'ai travaillé. Donc voilà, je lui ai demandé qu'il vérifie l'orthographe, qu'il réalise la structure de ma présentation. Après, je lui ai demandé qu'il génère des illustrations. Et donc voilà comment il a facilité mon travail de présentation aujourd'hui. Merci. Merci France. Thank you France for this. Merci France pour ce feedback très optimiste. Partageant avec nous l'expérience avec votre classe. Donc maintenant, on va donner la parole à Stanislav, master en sciences de la psychologie, membre chef de projet au Forum de l'éducation et à l'Institut des langues en Estonie. Alors, je vais bien organiser mon temps afin d'être justement dans le temps imparti, 15 minutes. Je suis nerveux, c'est la première fois que je présente un discours à Rabat avec le NEC. Alors, en tant que membre, j'ai l'honneur de présenter à mesdames et messieurs notre contribution. Je ferai de mon mieux pour présenter au mieux mon exposé. Alors, l'idée derrière ma présentation, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle a changé le rôle joué par les enseignants et l'importance des enseignants en classe. Et ce matin, je me rends compte que presque tout a été dit, donc c'est un petit peu un récapitulatif. Et je vais utiliser une approche, un cadre théorique qui a été développé par mes collègues d'université. Donc, s'il y a des erreurs, soyez cléments, s'il vous plaît. Donc, ce que mon collègue a évoqué, le focus sur l'enseignant, c'est en fait une question de prédiction des scénarios futurs et de l'infinité des facteurs qui existent. Plus globale sera la couverture lorsqu'on prend en considération l'imprévisibilité justement ou l'incertitude, donc les forces externes qui justement impactent et qui façonnent ou qui donnent une forme au travail professionnel des enseignants. Il y a, comme vous l'avez dit, des rapports qui sont optimistes, mais soyons honnêtes, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer d'ici 5 ans. Nous avons juste des prévisions approximatives qui ont pour base nos expériences passées. Et donc, pour ce qui est de ces facteurs externes,
Il y a l'idéologie, la démographie, le changement d'environnement d'apprentissage. Et pour les facteurs internes de ces scénarios potentiels, il y a ça rentre dans le cadre de la profession des enseignants, des questions comme des salaires, les parcours d'accès à la professeure d'enseignants ou les canaux. C'est-à-dire comment est-ce que les personnes aspirantes qui veulent devenir des enseignants, comment est-ce qu'ils accèdent à la profession qui a pour base justement la formation dispensée aux professeurs par les écoles normales ou par les instituts de préparation à la didactique. Il y en a qui sont déjà assez disposés ou bien qui disposent d'une certaine expérience. Alors c'est moi qui a préparé ce diagramme. C'est plus beau à voir dans la publication scientifique. Donc il y a deux axes. L'accès ouvert, c'est comment est-ce qu'on accède à la profession d'enseignant. Ou bien pour ce qui est de l'axe vertical, c'est l'application de la technologie éducative. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous penchez vers l'instrumentalisation de l'éducation, et c'est toujours assez tentant d'utiliser l'intelligence artificielle et de discuter, on le dit dans les classes, bien sûr que ça va faciliter le travail de l'enseignant et qu'il y aura des tâches bien spécifiques qui seront définies. Des outils pour résoudre des problèmes bien particuliers, des solutions qui seront fournies par le marché privé, les entreprises qui justement travaillent sur la création d'outils digitaux, d'outils intelligence artificielle orientés spécifiquement pour les enseignants. Des fois, on a tendance à oublier la famille ou les parents d'élèves des discussions, alors que c'est une composante clé. C'est une trinité en fait, c'est un triangle. Enseignant, élève et parents d'élèves ou bien famille. Ce qui veut dire que l'enseignant devra prendre acte ou prendre en considération ces trois composantes pour avoir une approche holistique et pour mieux aborder la technologie ou adopter la technologie. Nous ne nous contentons pas juste de développer les classes, nous travaillons sur nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut utiliser à bon escient cette technologie sur la base de cette pour définir le secteur dans lequel se situe l'enseignant. Ce qu'on essaie de réaliser, en fait, c'est d'avoir un coaching numérique, des coachs numériques ou digital. Un coach qui est à l'aise, habile avec les outils technologiques, c'est-à-dire une orientation développementale de l'application des technologies de l'éducation. Nous avons besoin d'un enseignant qui est un humain et qui sait travailler avec les outils digitaux. Nous l'avons déjà dit. Une personne qui en connaît sur la didactique, sur la pédagogie et même sur les soft skills ou la psychologie, le travail social. Il y a un dicton en Estonie. Donc, c'est un peu un couteau suisse. Le professeur devient comme un couteau suisse qui porte plusieurs casquettes et qui fait plusieurs choses en même temps. Et des fois, ça veut dire que un ordinateur ne pourra pas remplacer cette caractéristique chez l'humain, c'est-à-dire le multitasking ou bien la transdisciplinarité qui caractérise l'humain ou l'enseignant humain.
Et donc, on devrait aborder l'intelligence artificielle comme quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours et non pas juste quelque chose qui sert à résoudre un problème en particulier. La technologie fait l'objet, la technologie est porteuse de plusieurs opportunités et l'utilisation de la technologie de l'éducation et de l'enseignement et l'apprentissage permettrait de développer les compétences de conseil, des compétences sociales et les compétences de créativité avec un focus sur les compétences générales. Il y a toujours un calibrage à faire pour voir ce qui est le plus important. Il y a également le paradoxe développemental, c'est-à-dire les enseignants qui arrivent à avoir une vue d'ensemble et qui arrivent à s'adapter, mais en même temps, nous avons ici la question de comment est-ce qu'ils ont accédé à la profession d'enseignant, surtout si l'accès est ouvert. Un paradoxe plus que clair, puisque l'accès libre pour la profession de l'enseignante soulève plusieurs questions et l'intelligence artificielle pourrait permettre d'individualiser les parcours d'apprentissage pour les étudiants, des enseignants qui comprendraient alors la technologie de l'éducation aurait plus de chances d'accéder, devrait avoir plus de chances pour accéder à cette profession qui va revêtir justement de nouvelles caractéristiques pour le monde de demain. Il y a souvent des idées reçues à cause du manque de connaissances. Et donc, parmi les profils dont nous aurons besoin, c'est une sorte d'instructeur sur la technologie. Une personne qui vous dit quelle utiliser pour quel problème en particulier. Et en termes d'éducation, en termes professionnels, ce sont des personnes qui sont avisées ou bien chevronnées avec les outils technologiques et qui serviront justement de conseillers pour la sphère éducative. Et nous avons les behavioristes ou les personnes qui travaillent sur le comportement du behaviorisme. Donc nous avons besoin de bien comprendre ce que nous devons faire pour justement combler le manque qu'il y a pour ce qui est de la force du travail et du capital humain, le manque d'enseignants surtout dont souffrent plusieurs pays. Par conséquent, il nous faut un accès flexible à la profession. Sur le long terme, il nous faut une bonne stratégie à suivre, car même s'il y a un fort niveau d'enthousiasme, il ne faut pas perdre de vue l'identité de l'enseignant. Et l'enseignant doit toujours sentir qu'il a des perspectives professionnelles, des opportunités de développement professionnel. Et donc maintenant, j'ai un peu de temps pour justement parler ou proposer quelques recommandations. Pour trouver un scénario définitif, peut-être qu'ils le réaliseront, mais il y a des défis que je catégorise ici. Il y en a quelques-uns. Je vais continuer avec... on pourrait en écrire des milliers, mais certains étaient déjà soulignés auparavant durant ces 2 journées. J'ai rassemblé ici en 2 catégories les étudiants et les parents pour la reproduction des inégalités structurelles. C'est l'un des défis les plus importants. Ceux qui sont déjà en manque de compétences et de savoir, et peut-être même de motivation pour utiliser la technologie, ces derniers pourraient avoir un retard encore plus conséquent. Et puis par rapport à la dernière pièce, à peu près 30% des étudiants ont rapporté avoir été distraits par les téléphones mobiles.
Il y a des pays et des écoles qui limitent ou bannissent de manière catégorique l'utilisation des téléphones au sein des établissements. Cela pourrait être une solution, mais ça illustre effectivement qu'il y a un problème, que l'utilisation doit être régulée. On ne peut pas juste jeter nos téléphones. Peut-être nous, en tant qu'adultes et en tant que personnes éduquées et motivées, etc., on pourrait utiliser effectivement nos téléphones de manière plus intelligente. Il ne faut pas juste scroller, mais essayer d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences. Il faut se faire à l'idée qu'on ne peut pas bannir les téléphones. Oui, on va les bannir au sein de l'établissement, mais une fois que la cloche aura sonné, ils sortiront leur téléphone. Et donc, il faut leur renseigner comment utiliser les téléphones de manière intelligente. Et puis, pour les enseignants, parce qu'ils sont bien au centre de cette dynamique, et l'un des défis auxquels on a fait face ici, et le plus grand, je dirais, est relatif à l'alphabétisation digitale ou numérique. On se focalise souvent sur comment les étudiants ne savent pas telle ou telle chose, comment ils font telle ou telle chose, mais les professeurs également doivent comprendre comment l'IA et les technologies marchent, pas de manière profonde. On ne veut pas qu'ils deviennent tous experts, mais il faut qu'ils soient familiers avec les principes de base. Et hier, j'ai compris grâce à l'intervention d'Amine, et j'ai pris note du fait que 6% des membres des facultés, sur la base de sa recherche et ses données, ne peuvent pas détecter l'utilisation de ChatGPT. 60%, pardon. Et cela veut dire que nous, en tant que professeurs, on manque de compétences et on n'est pas nécessairement familier avec la psychologie de développement et les travaux sociaux. Et c'est assez difficile de gérer cet aspect alors qu'il sera encore plus prominent dans le futur, celui de reconnaître l'IA. Et par la suite, par rapport aux étudiants et aux écoles, je vais parler de l'utilisation de la technologie de manière intégrale en tant qu'outil complexe, en tant que quelque chose qui ne résout pas un seul problème, mais qui puisse être utilisé en tant qu'assistant, en tant que guide. Et hier, il y avait une idée assez intéressante ici. Il faut ramener l'assistance technologique aux classes et par la suite, on pourra combiner les meilleures compétences des professeurs avec leur empathie, leur savoir et le fait qu'ils soulignent et valorisent ces compétences soft, et d'un autre côté, ces outils qui aideront ce professeur à guider ou plutôt à naviguer ces océans numériques. Maintenant, pour les professeurs ici, je dirais que c'est assez ironique et paradoxal, mais l'utilisation de l'IA et des technologies de l'éducation pourrait aider les professeurs à se focaliser plus sur le soutien psychologique et émotionnel. Si on arrive à comprendre comment marchent les technologies, je pense que l'on pourrait comprendre davantage et aider les étudiants à résoudre certains problèmes opérationnels et instrumentaux. En parallèle, en tant que professeur, j'aurai plus de temps et plus de possibilités à aider ces personnes et ces étudiants à s'améliorer. J'ai presque terminé. Et voilà, j'ai fini. Merci énormément. Merci Stanislas de votre présentation. Vous avez la parole. Je suis très heureux de voir Aurélie avec nous. Bienvenue, c'est l'une de mes collègues. Elle gère le projet au sein du Kenesco. Elle pilote un projet qu'elle présentera maintenant.
Merci pour l'introduction et pour l'invitation. Je vais vous parler de AI 14. C'est pour les étudiants et les professeurs. C'est un projet Erasmus à la base financé par la Commission européenne pour soutenir l'utilisation de l'IA au sein des classes. Cela a commencé en 2022. C'était un projet pionnier ayant le but de créer un chemin pour l'apprentissage qui promeut l'utilisation raisonnable de l'IA et qui familiarise les professeurs avec ces outils afin qu'ils aient assez d'informations sur le sujet. Et pour voir si ces chemins d'apprentissage pourraient aider les professeurs à adopter plus d'IA. Ces chemins-là devraient guider les politiques publiques également. Les participants étaient des professeurs de mathématiques et de sciences et de langue également qui enseignent les étudiants âgés de 15 jusqu'à 17 ans. On a travaillé dessus de l'année de 2022 à 2023 et on a travaillé avec plus de 1000 professeurs et 322 écoles dans 5 pays, notamment la Slovaquie et l'Italie. Les projets ont inclus des MOOC, des webinars aussi et des sessions programmées sur place aussi. Pour le KSESCO, j'étais la coordinatrice d'évaluation du projet et maintenant je voudrais vous présenter les résultats de l'évaluation qui mettent en exergue l'état des connaissances, des perceptions et de l'usage de l'IA par les enseignants dans 5 pays. Ainsi que ces utilisations, encore une fois, l'évaluation a suivi une approche compréhensive. On a pu identifier les facteurs qui influencent le succès ou l'échec. La méthode d'évaluation que l'on a utilisée était comme suit. On a conduit des essais contrôlés aléatoires et on a fait des comparaisons entre un groupe d'enseignants participant au parcours de formation professionnelle et un groupe témoin. On a utilisé une variété d'instruments d'évaluation, des enquêtes, des entretiens. Et puis, on a évalué les professeurs et comment ils géraient ces MOOC. Les évaluations ne concernaient pas les professeurs seulement, mais aussi les leaders de l'école et les étudiants pour comprendre le contexte de l'école. On a également eu des interviews avec les leaders au sein de l'école pour évaluer ces 3 méthode. On a conçu un cadre théorique sur la base de recherches préexistantes sur les technologies numériques, l'IA et l'apprentissage professionnel. Vous voyez ici un échantillon. Il y a 3 pays ayant les plus grands scores, France, Italie et Slovénie. On les a utilisés pour conduire cette évaluation d'impact. Il y a eu d'autres pays comme l'Irlande, le Luxembourg, etc. On a travaillé avec des professeurs de mathématiques, 180 notamment. Ces derniers ont été volontaires, ils ont fait du bénévolat et donc cet échantillon reflète les résultats de professeurs qui ont accepté ce bénévolat en question. Par rapport à la perception des enseignants maintenant, en relation avec l'IA, les résultats ont montré, selon le questionnaire conduit en novembre 2022, avec l'exception de l'Italie où l'on a conduit ce questionnaire en 2023. On peut voir en premier lieu que les professeurs avaient une attitude plutôt positive. Ils pensaient que l'IA serait utile pour leurs travaux, qu'elle serait également facile à utiliser. Maintenant, 12% pensaient que l'utilisation de ces outils augmentait leur anxiété. Et donc, cette perception par rapport à l'utilisation ou à la facilité d'utilisation a différé. Cela a été surprenant parce que les professeurs étaient tous volontaires.
Mais donc, au début du projet, l'IA était associée à certains éléments. On avait plein d'appréhension, de peur et d'anxiété. Et on a vu que pas mal de professeurs étaient enthousiastes quand même. On leur a demandé d'évaluer leurs connaissances IA de manière générale. La plupart ont dit que leurs connaissances étaient plutôt bonnes ou plutôt faibles. Et puis, cela a été confirmé par les questions qu'on leur a posées par la suite. Ce qui nous a marqué ici, c'est qu'au début du projet, on leur avait demandé s'ils pouvaient nous donner des exemples qui pourraient aider nos objectifs d'indication. La plupart ne pouvaient pas. On leur a posé cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'outil IA qui pourrait être utilisé à des fins pédagogiques? Donc, 55% ont dit non. On a vu que l'utilisation des outils IA était limitée en France et en Italie. La moitié des professeurs n'en avaient jamais utilisé. C'était assez bas en Slovénie et au Luxembourg aussi. 29% ont dit qu'ils n'en avaient jamais utilisé. Cela peut être expliqué par le photomat. Il y avait des proportions de professeurs plus élevées en Slovénie qui utilisaient les photomates. Il faut noter également que ces professeurs utilisaient d'autres outils qui ne sont pas adaptés au secteur de l'éducation. 57% utilisaient la traduction par des traducteurs automatiques plutôt. Et maintenant, je vais vous parler de l'évaluation des chemins d'apprentissage par rapport à la satisfaction des professeurs. Ils étaient assez satisfaits. On a vu des variations assez intéressantes. On pouvait demander aux professeurs pourquoi ils étaient satisfaits ou dissatisfaits. Cela dépendait en effet de la manière avec laquelle les tests étaient conduits. Et donc, les formats impactaient le résultat. Par rapport au webinar, les professeurs étaient assez à l'aise. Il y avait des groupes plus petits et plus d'interactions et des sujets plus intéressants pour eux. La qualité du contenu et l'expertise, la responsabilité ou plutôt la réactivité étaient appréciées par ces enseignants. En Italie, on n'a pas parlé d'enseignement mixte, mais on avait un mix entre les webinaires et les ressources en ligne et c'était également apprécié de la part de ces professeurs. L'un des cas de réussite par rapport à ces interventions est qu'ils ont quand même appris et acquis de nouvelles connaissances par rapport à l'IA. Cela a impacté pas mal d'indicateurs et au final, ils étaient plus familiers avec les technologies IA, ils arrivaient à identifier les outils pertinents et même en Irlande et au Luxembourg, on n'avait pas pu conduire donc l'évaluation d'impact, mais au final ici, les professeurs s'attendaient à recevoir une certaine assistance et ils ont rapporté qu'ils auraient aimé qu'on leur dise qu'ils pouvaient donc utiliser tel ou tel outil pour résoudre tel ou tel problème et donc des explications concrètes. En Italie, l'utilisation et son impact étaient limités. En France et en Slovénie, cela dépendait du niveau de l'auto-efficacité avec la technologie. En France, il y avait des niveaux plus élevés d'intégration de ces derniers. Le premier outil était un outil de mathématiques personnalisé. Les professeurs ayant travaillé sur ce projet-là, on leur avait octroyé l'accès gratuit au logiciel en question. En Slovénie, par contre, on avait parlé de la volonté
des professeurs à adopter plus de ces outils. De manière générale, l'intégration de ces outils dans les pratiques d'enseignement a fait face à plusieurs barrières. Parmi ces dernières, on trouve l'accès aux outils IA. Et on en a parlé hier. Ces derniers ne sont pas toujours gratuits. Il y a des coûts qui viennent avec les licences et les permis. Et cela est relatif à la conformité avec le GDPR ou le RGPD et ou les directives des autorités administratives interdisant l'utilisation d'outils spécifiques. Et donc, des fois, on trouve que les outils n'étaient pas adaptés à certains types d'écoles ou à des niveaux scolaires spécifiques. Et donc, il fallait personnaliser. Avant de conclure, je voudrais parler très rapidement des leaders au sein des écoles et des étudiants. On voit qu'il y a des différences ici. Ce graphe a été élaboré vers la fin d'année scolaire. Il y a quelques divisions entre ces échantillons près. En France, notamment, l'intégration de l'IA était une priorité pour 14% des leaders que l'on a questionnés. Alors qu'en Italie, on a parlé ici de 64%. Et voilà, ce sont des cas très différents. De manière générale, même les pays qui se sont mis d'accord sur ces éléments n'ont pas pu implémenter cette utilisation. Les leaders au sein des écoles, cependant, ont dit que c'était une priorité. Il y avait des différences, cependant, au sein des comités scolaires. La présence des comités scolaires au sein de certains pays a impacté la donne également. Voilà une petite focalisation sur la conscience des étudiants quant à l'utilisation de l'IA. De manière générale, ils étaient un peu familiers avec ce que l'IA est. On leur a parlé de la dimension éthique aussi, et on a vu que la sécurité des données était le sujet avec lequel ils étaient plus familiers. Également, ils étaient sensibles à la discrimination perpétuée par l'IA. Pour résumer, au début de l'expérimentation, les professeurs avaient une attitude positive envers l'IA, ils avaient une connaissance modérée de l'IA et une utilisation limitée de ces outils pour l'éducation. L'étude d'impact a démontré que généralement, aucun impact sur la perception quand il y a un impact limité par rapport à l'utilisation de l'IA. L'impact significatif sur les connaissances des enseignants sur l'IA avait des niveaux différents. Et c'était effectivement l'une des entraves auxquelles les professeurs ont fait face. Le rapport est publié sur le site web de AI4T et donc n'hésitez pas à le consulter. Merci. Merci énormément à vous tous et toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour, c'était très intéressant. J'ai une nouvelle voix aujourd'hui. J'étais intéressée de savoir votre opinion par rapport aux prompts, aux instructions données à l'IA notamment. C'est très important pour le processus. Comment donner des instructions, comment évaluer la manière avec laquelle les étudiants donnent ces instructions. Est-ce que ça serait une bonne stratégie de travailler sur ces évaluations d'instructions et de validation de sources? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une autre question? For the answer. Avant que France n'y réponde.
Est-ce que les 12% concernant les réticents, vous avez dit que 12% étaient réticents, est-ce que ça a une relation avec l'âge? Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce les plus âgés? Merci. Une dernière, avant d'offrir la parole à nos speakers. Tas. Seule question. Est-ce que les enfants, les étudiants disent quelque chose, que c'est bon ou ils veulent pas, ou seulement ils réactent quelque part, comment on va dans l'école? Parce que j'ai une impression qu'ils aiment de part qui les aide, et n'aiment pas les autres qui demandent. Alors l'exigation, l'exige et l'aide, ça sont différentes choses. Qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que les étudiants disent? Alors, je vous propose que France réponde à la première question, Aurélie à la seconde, et que la réponse soit partagée sur la troisième. Merci. En français, oui, c'est bon. Oui. Le prompt, en tout cas dans les programmes en Belgique, on a une compétence qui s'appelle expliciter une procédure. Et donc, en fait, l'élève doit vraiment apprendre à exprimer ce qu'il fait de manière détaillée. Et donc, comment on exerce le prompt en classe? Par essai-erreur. Donc, avant qu'il y ait l'outil numérique dans le cadre du cours de français, pour expliciter la procédure, c'était pas compliqué. Je demandais, il y avait qu'un ordinateur dans la classe, c'était le mien, eux n'en avaient pas. Ils devaient dicter à un qui était au tableau la mise en page d'un texte qui était brut. Et l'élève au tableau devait centrer le texte, le mettre en gras, le souligner. Et donc l'élève qui était dans la classe et qui donnait des consignes à celui qui était au tableau devait être vraiment précis dans sa demande. S'il n'était pas, celui qui était au tableau n'arrivait pas au résultat qui était celui attendu. Et c'est la même chose avec le prompt. Donc ils vont devoir obtenir un résultat, mais en rédigeant ce prompt de manière pas précise ou incorrecte, la machine ne va pas leur répondre ce qu'ils attendent. Donc, et ce qui est bien aussi, c'est que dans ce travail de rédaction, on va pouvoir ressusciter la collaboration. Moi, j'aimais beaucoup. On dit souvent un élève, un écran, ça coupe la communication. Au contraire, moi, ça a vraiment changé la collaboration dans ma classe parce que souvent, ils étaient 3-4 sur une machine à travailler ensemble et à réfléchir. Et moi, ce projet du Chrony, je l'ai découvert cette semaine, je ne connaissais pas. C'est génial parce qu'ils vont imaginer, je sais pas, Napoléon qui est en train d'atterrir sur la Lune avec une Apple Watch, et alors il va falloir rédiger ce prompt pour avoir cette image comme ils l'ont pensé dans leur tête. Donc voilà, c'est très ludique, très concret, il y a directement un retour sur ce qu'ils font, donc c'est comme ça que je le travaillais. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Merci. Merci France. Aurélie, nos 12% de résistants. Oui, alors, donc c'est pas exactement réticent, c'est des gens qui ressentaient de l'anxiété. Ça veut pas dire qu'ils étaient totalement réticents à l'IA, mais qui disaient qu'ils pourraient ressentir de l'anxiété à l'utiliser. On n'a pas fait de croisement spécifique sur cette question avec l'âge. Cependant, notre échantillon était plutôt des enseignants expérimentés. Donc, c'est pas les jeunes enseignants qui s'intéressent, seulement les jeunes enseignants qui s'intéressent à l'IA. Et il me semble d'ailleurs que sur les technologies numériques, on n'a pas toujours une courbe. Plus ils sont âgés, moins ils utilisent des technologies numériques. On peut avoir d'autres facteurs qui rentrent en compte, et notamment au début de la carrière des enseignants qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des technologies en plus. Donc voilà, après j'aurais aussi une réponse pour cette question, mais je ne sais pas si on... Ok, alors donc sur la question de l'attitude des élèves, on a aussi posé des questions à ce sujet donc, dans le questionnaire élève, et on a en fait des réponses assez partagées. On a l'impression que leur attitude n'est pas forcément déjà faite. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore assez bien, peut-être qu'ils... Voilà. On n'a pas vu de tendance des élèves pro-IA ou des élèves contre l'IA. On avait souvent des réponses très partagées, donc assez difficiles à interpréter. Mais, voilà. Je vous laisse la parole, Stanislas. Il faut rappeler que
le projet a enjambé l'arrivée de ChatGPT. Donc, a commencé avant et a terminé après. Et il y a quelquefois des moments comme ça de différence, peut-être d'appréciation des élèves, des enseignants en fonction de cet élément. Stanislas, vous voulez répondre? Tu veux répondre? Yes, I almost understood. Oui, j'ai presque compris. Thank you. My voice is not that loud, and thanks to translators for. Voilà, merci pour moi personnellement. Et en travaillant au sein de plusieurs écoles, j'ai compris et j'ai expérimenté ceci. L'évaluation des étudiants et leur attitude par rapport aux professeurs qui utilisent les technologies, surtout l'IA. Je vais résumer ceci en un point. C'est une affaire d'autorité et de confiance. Quand les étudiants voient qu'ils ne sont pas les seuls qui apprennent, qu'ils ne sont pas les seuls qui sont dans une position où ils apprennent de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, qu'ils ne sont pas les seuls à vivre dans des conditions incertaines et pleines de doutes, et qu'ils voient au final qu'un adulte, qu'un professeur est en train d'apprendre également. Je pense que ceci renforce la confiance et cela est positif à mon avis. Ils voient les professeurs comme des idoles par rapport à certains aspects au moins. Et si les professeurs ici sont prêts à apprendre avec eux et à acquérir de nouvelles connaissances, à mon avis, ça renforce ce rapport de force et les étudiants trouvent qu'ils ont plus de points en commun avec leurs professeurs et ils sont plus amenés à accepter ce que les professeurs leur disent et à leur porter le respect également. Voilà, c'est comme cela que je vois la chose. Merci Stanislas. Vécu, puisqu'il s'agit de transmettre une expérience de terrain. Oui, alors donc j'en reviens vraiment à ce changement de posture et je rejoins un peu Stanislav sur le fait que effectivement dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, tout change tout le temps très très vite. Et donc je me rappelle avoir des élèves qui arrivaient en me disant Madame, vous avez vu, regardez, c'est génial, avec une dernière mise à jour, avec une nouveauté. Et donc effectivement, ça crée une autre dynamique. Les élèves nous apprennent des choses aussi. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Ça crée une connivence dans la classe. Et donc je reviens sur ce principe du changement de posture de l'enseignement et plus le cours magistral et ex cathedra, mais plutôt on avance ensemble et on va apprendre à faire des choses ensemble et je suis là pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà. Merci. Ok, je vais ajouter peut-être mes propres commentaires et mes questions. Je crois que vos trois présentations ont largement soulevé la question des pratiques enseignantes et la question du développement professionnel des enseignants. Et elle a aussi soulevé la question des données probantes pour justifier ces changements de pratiques. Là, on s'engage dans un processus, on l'a dit plusieurs fois, nouveau, très rapide. Et on l'a vu notamment sur AI4T, on a la littérature, ça a été redit par mon collègue, la littérature sur les données qui permettent d'affirmer que l'intelligence artificielle peut provoquer des changements positifs dans l'apprentissage des élèves sont encore peu nombreuses. Alors, concernant l'utilisation du numérique, on a l'habitude de poser trois questions depuis longtemps. En tout cas, trois questions que chaque enseignant pourrait se poser à lui-même ou à elle-même et qui concernent justement l'apprentissage des élèves. Est-ce que le numérique me permet de faire quelque chose de mieux? Est-ce que je peux faire mieux avec du numérique et comment? Est-ce que je peux faire quelque chose plus vite que sans le numérique et comment? La troisième question, c'est est-ce que je peux faire quelque chose de nouveau que je n'étais pas capable de faire auparavant et qui améliore bien sûr toujours l'apprentissage de mes élèves? Donc on a eu quelques pistes
avec France. On a eu des réponses plus générales de stratégie et de direction qu'on pouvait prendre avec Stanislas et avec Aurélie. Mais on voit bien en tout cas que pour être capable de répondre à ces questions, en étant conscient des limites et des risques dont on a parlé hier, des risques éthiques, des risques... la question, on n'en a pas beaucoup parlé, ça a été évoqué, mais il me semble que c'est une question qui est fondamentale dans nos sociétés, la question de l'individualisation versus la socialisation de nos élèves. Eh bien, pour être capable de répondre à ces questions, les enseignants, on l'a dit hier, je crois que c'est le professeur qui est intervenu, Malik Galab, le matin, les enseignants, il a cité Michel Serres, sont condamnés à devenir intelligents, ou en tout cas hyper compétents. Et je ne peux m'empêcher de rapprocher cette injonction avec la situation actuelle sur la pénurie d'enseignants dans le monde entier. Donc il me semble qu'on a là un petit paradoxe, en tout cas, entre l'évolution actuelle du numérique et la nécessité de gagner en compétences chez les enseignants, compte tenu des contextes différents de nos cultures et de nos pays. Alors, j'ai une question qui est pas très originale, mais finalement, quel conseil chacun d'entre vous, un seul ou plusieurs, mais quel conseil principal auriez-vous envie de donner soit à nos responsables, décideurs politiques en éducation, soit à nos enseignants directement, mais aussi éventuellement aux formateurs, puisqu'on a évoqué les changements de pratique, donc des changements de posture, et on a parlé de réticence, il y a toujours la question d'embarquer, je crois que ça a été évoqué par France hier, d'embarquer les enseignants qui ne sont pas enclins à utiliser le numérique, ça existe, il ne faut pas non plus voir un monde idéal où tout le monde est prêt à jeter sur son ordinateur et à accepter ces changements. Donc les formateurs, et puis bien sûr les chefs d'établissement, qui sont ou qui seront sans doute des éléments clés pour valoriser ces changements, pour dynamiser ces changements. Yeah, it's a very difficult question because teacher shortage is of course not a very well defined concept globally, but even in high income countries. On ne définit pas les concepts de manière globale toujours, mais on voit maintenant que cela est au franc et au premier rang des débats sur les politiques. On interprète cette pénurie comme ceci: la transformation digitale et l'utilisation de l'IA au sein des classes. Vous l'avez décrit comme, donc il y avait plusieurs tâches à performer, etc. Et donc on essaie d'avoir plus de compétences, à étendre les compétences de chaque métier. Et peut-être que c'est une manière assez simplistique de regarder les choses, mais j'ai trouvé cela intéressant. J'ai vu mes enfants utiliser l'IA au sein des classes. Ils ont utilisé plusieurs applications et je comprends que cela aide à augmenter la vitesse d'opération. Cela ne fait pas que les choses sont mieux faites nécessairement, ce n'est pas meilleur, mais c'est plus rapide et cela est assez pratique en quelque sorte. Maintenant, la question à se poser est: quel est le rôle du professeur au final? Est-ce que cela change? Mais je dirais qu'il faut quand même qu'ils passent par plusieurs étapes avec leurs étudiants afin de les faire bénéficier de ces outils-là. Maintenant, par rapport au défi d'attirer les professeurs, je pense que c'est un défi éternel. Il ne cessera pas d'exister. Et c'est un débat ouvert à tous et à toutes. Les défis qui viennent avec la pénurie des enseignants sont relatifs donc à la charge de travail qui est croissante. Donc c'est comme un bazar, comme vous avez dit tout à l'heure. Il se passe tellement de choses au sein des classes, de la cour, de l'école de manière générale. Et la technologie n'a pas de réponse ici à ce problème-là, donc au challenge qui vient avec la pénurie. Qui veut répondre? Merci Manos. Qui veut répondre à cette question?
Ok, je vais en vrai. Alors, est-ce que, donc quand on rencontre les professeurs, est-ce que le numérique permet de faire mieux, plus vite, du nouveau? En tout cas, je sais pas si c'est mieux, mais c'est différent, donc c'est complémentaire. Nous, on dit toujours à notre prof, l'école part dans un projet numérique, que l'idée n'est pas d'avoir un ordinateur pour compléter un PDF. L'idée, c'est que le numérique va vraiment devenir intéressant quand il va apporter une plus-value et justement quand il va permettre de faire quelque chose de différent. On cite très souvent Margarida Romero, qui est une chercheuse universitaire française qui a fait beaucoup d'études sur justement l'utilisation du numérique en classe, qui intègre dans ses dernières recherches l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc c'est très intéressant. Et donc effectivement, je raconte toujours cet exemple, pendant des années j'adore la bande dessinée, j'ai décortiqué avec mes élèves, on voyait le cadrage, les bulles, mais j'allais pas demander à mes cocos de 16-17 ans d'aller faire une bande dessinée. Par contre, quand l'outil numérique est arrivé, on a commencé à faire des photos et ils ont pu me faire une vraie planche de bande dessinée. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible quand l'outil numérique n'était pas là. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Alors à nos politiques peut-être, c'est que nous on arrive en formation avec des professeurs qui cherchent comment on fait une majuscule sur un clavier, et ça c'est la réalité du terrain, et qu'avant de vouloir former les élèves, il va falloir vraiment réfléchir à former les enseignants. Voilà. Merci beaucoup. Aurélie? Oui, donc sur la question des enseignants qui doivent devenir de plus en plus compétents, donc dans les entretiens avec les enseignants, on a aussi eu cette question qui est revenue. Et les enseignants en fait étaient demandeurs d'un accompagnement de la part des autorités sur notamment la sélection d'outils. Les enseignants peuvent peut-être aussi rester sur leur cœur de métier et ça va être compliqué de leur demander d'être capables de tout comprendre sur l'IA, de savoir quel outil correspond au RGPD, quel outil peut être utilisé, voilà, comment il fonctionne, etc. On leur demande beaucoup et peut-être que s'il y a un accompagnement des autorités sur voilà, cet outil, c'est bon, vous pouvez l'utiliser en classe, cet outil c'est pas bon, ça peut aussi aider. Donc voilà, un cadre au niveau éthique, au niveau légal, où ils sont accompagnés dans ce sujet. Et un accompagnement aussi pratique, donc leur donner des opportunités pour vraiment réfléchir à leur pratique en classe, et pas uniquement un accompagnement formation générale. Par exemple, si c'est juste un MOOC, on sait que ça peut déplaire à beaucoup d'enseignants qui ça répondra pas à leurs attentes concrètes de terrain, comment je fais pour utiliser cet outil pour améliorer les apprentissages des élèves. Donc ça c'est deux pistes qui sont ressorties de l'évaluation. Okay. Stanislas? Yeah, you stole my point actually. J'allais mentionner ce point exactement, vous l'aviez volé, et donc je vais essayer d'apporter une nouvelle remarque. Vous avez demandé un conseil tout à l'heure, donc des recommandations que l'on pourrait partager avec les décideurs politiques. J'ai pensé à un petit cas, donc une anecdote que je vais partager avec vous. J'ai pris des cours de narration et donc je pratique. Il y a 10 ans auparavant, on a vu qu'il y avait une grande réforme sur la formation professionnelle en Estonie. On avait une mauvaise réputation depuis le temps soviétique et donc l'éducation avait besoin de beaucoup de réformes et à un certain point, cela était devenu très très important. C'est majeur et populaire. C'était un choix que les jeunes ont fait ou ont eu à faire. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, beaucoup de professeurs et de transformations digitales avaient pris place à ce point. Pourquoi? Parce que l'État avait pris le rôle de leadership. Ce que je pourrais dire maintenant est que l'État devrait prendre un rôle de leader dans l'implémentation des technologies au sein des classes. Et donc ici, ce n'est pas au conseil, aux comités, aux organisations non gouvernementales, aux enthousiastes, aux professeurs et principaux de travailler sur cet élément. Donc, ce n'est pas à eux de mener cette réforme et cela est applicable à toute réforme au sein de toute société. Ça doit être initié par l'État et c'est, à mon avis, ce qui mène vers le succès. On pourrait avoir 1 milliard d'informations et de données disponibles, oui, mais c'est une affaire de volonté et les décideurs politiques doivent prendre la décision dans ce sens.
Et la préparation de ces PowerPoint. Merci à vous pour avoir posé ces questions. Je crois que l'heure est désormais aux allocutions de clôture. Donc, je vais donner la parole à Monsieur le Président du Conseil marocain, Habib El Maki. Je vais donner la parole ensuite à Madame notre Président, la Présidente de l'ENEC, Myriam. Et auparavant, quelques mots, je crois, de la part de TAS. TAS, would you come and say something? CAS, vous pouvez nous rejoindre ici sur le podium pour votre allocution de clôture. Merci pour la possibilité. Oui. Je voudrais dire quelques mots au nom des participants. Alors, pas les présenteurs, pas les autres gens. Je suis un homme qui a, pendant 38 ans, est allé de plusieurs placés participer dans les conférences et toutes les autres choses différentes. Mais ici, j'ai senti une chose spéciale. C'est ce que je voulais remercier au nom de participants, parce que la place a été parfaite. Les gens ont été vraiment humanitaires, ça veut dire pas l'intelligence artificielle, l'intelligence normale, humanitaire, ce que j'aime bien, et je pense que sans ça, éducation ne vaut rien. Et c'est pour ça que je demande. Et les organisateurs, les deux jeunes femmes très belles, qui fait tout ça, oui, qui fait tous les points qui sont importants dans une conférence, dans une organisation. Oui, organisation, oui, d'accord. Et comme ça, parce que j'ai organisé quelques conférences et choses comme ça aussi, et je sais que beaucoup de petites choses sont très, très importantes quand un vient après l'autre. Et si tout ça, tous les 100 steps sont bons, ça c'est parfait, et c'était parfait ici. Merci beaucoup pour Laila et pour Daya, infiniment. Je vous aime.